Un duo mythique entre Ariana Grande et Jul vient d'être confirmé, ils viennent tout juste de sortir de leur session studio à Besançon, mais pas du tout, réfléchis un peu. Hi guys, ça va? Aujourd'hui on va parler ensemble de Charlie Puth, alors pas de son oreille absolue, ça tout le monde sait qu'il l'a, il en parle depuis plusieurs années en interview, il a même fait des émissions de télé où il en parle, et au cours desquelles il va justement créer des instrus à partir de rien. C'est un génie de la musique assez incompris et assez sous-coté, ça on le sait. Mais est-ce que vous connaissez réellement Charlie Puth? Je ne crois pas. Bon, je vous le dis dès maintenant, je vais galérer à prononcer son nom parce que si je le dis trop à l'anglaise, Charlie Puth, bah on va venir me voir en mode tu fais trop le mec. Si je le dis à la française, Charlie Puth, je sais pas si ça va vraiment être beaucoup mieux accepté. Bon, on va rester là-dessus, comme ça je vous ferai des petits appels de temps en temps. Charlie Puth, pouce bleu, vous avez compris. Du coup, Charlie Puth, il va commencer sur YouTube en 2008. Ça va être un des premiers, hein. Franchement, 2008, c'est vraiment les débuts de YouTube. Bon, ça a été créé en 2005, mais franchement, en 2008, on peut dire que c'est quand même les débuts. Sa toute première chaîne s'appelait Chucky Puth et il y postait régulièrement des vidéos un peu parodies, un peu à la Andy Samberg avec ce genre de vidéos. To be perfectly honest, I don't know how I got here, but here I am, and here we are! Et Charlie, justement, une de ses toutes premières vidéos, qui est actuellement la vidéo la plus récente de sa chaîne, c'est celle-ci. Stepping outside, man with a wig. Picking up a quarter, man with a wig. New York Times, man with a wig. Getting food to order, man with a wig. Man with the Wig, sorti le 7 novembre 2010. Mais c'est pas sa première vidéo. Et oui, il faut savoir que notre petit Charlie, c'était pas un exemple à suivre dans les débuts de YouTube. Alors on a tous ce pote qui a sorti un nouveau morceau, qui a sorti une nouvelle vidéo, qui nous spamme en privé pour aller écouter, pour aller regarder, pour aller soutenir en fait. C'est pas du tout ce que je fais. Non, non, non. Bref, et du coup Charlie, il faisait ça, mais avec des gens qui ne connaissaient pas. Il envoyait ses vidéos à des gens random sur YouTube, les suppliant d'aller liker, d'aller voilà, s'abonner, partager, bref, donner de la force. Et en parallèle, il téléchargeait plusieurs fois ses propres vidéos pour le référencement. Bref, les modérateurs YouTube, ils ont capté, ils ont signalé le spam et ils ont supprimé ses 8 premières chaînes YouTube. Du coup, toutes ces premières chaînes, comme Charlie Autoputh et Charlie Puth 2 à l'époque, en fait, elles existent plus quoi. Toutes les vidéos qui datent de avant 2010, on n'y a plus accès. Quand je dis on n'y a plus accès, il y a quand même des chaînes vidéo qui ont eu la bonne idée à l'époque de les télécharger et de les mettre sur leur page. Du coup, c'est gratuit, une des vidéos qu'il a postées et qui n'est plus sur sa chaîne actuelle, c'est celle-ci. I am so hot, 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 nothing can cool me down, yeah. Et j'ai même réussi à vous dégoter sa toute première chanson officielle, These Are My Sexy Shades, sortie quand il avait 18 ans en 2010. These are my sexy shades, not yo sexy shades. These are my sexy shades. Bon, encore une fois, il avait 18 ans à ce moment-là et il est pas très fier de cette vidéo. I was 18. I actually like that song. Il écrivait aussi pour d'autres créateurs sur YouTube comme Charles Trippy ou encore Shane Dawson avec ce genre de vidéos. You're watching Shane Dawson and Friends, where the excitement never ends. Et oui les amis, ce que vous êtes en train de voir, c'est les débuts de Charlie Puth dans la production musicale. Mais, tout ça c'est jusqu'en 2010, mais il s'est pas arrêté là notre Charlie. Dans les années qui ont suivi, vers 2012-2013, il a commencé justement à écrire pour des artistes signés comme Cody Simpson ou encore Austin Mahone. D'ailleurs, c'est justement lui qui a produit le morceau Home to Mama qui est un featuring entre Cody Simpson et Justin Bieber. Ce morceau, si vous le connaissez, il est sorti en 2015, mais il a bien été enregistré en 2013 et c'est Charlie Puth à la production. Et du coup, autre exemple, comme je vous disais, Austin Mahone. Alors du coup, là, leur collaboration la plus connue, en tout cas officiellement, c'est Why Don't We et elle date de 2019. Why don't we spend a little time in the middle light on the floor? Au début des années 2010, en fait, ils étaient dans le même cercle YouTube, Austin Mahone et Charlie Puth, et donc du coup, ils ont collaboré sur plusieurs morceaux, et bien sûr, sans pour autant que Charlie arrête ses propres projets sur YouTube. Alors de base, faut savoir que Charlie Puth, il écrit pour les autres pour la simple et bonne raison qu'il a peur de se produire en public. Il a peur de montrer sa vulnérabilité, il a peur de montrer quelque chose que lui-même a écrit et de le chanter lui-même. Il se dit que tant que c'est pas lui qui apparaît à la caméra, personne ne saura que c'est lui qui l'a écrit, personne ne saura que ce message vient de lui. Entre guillemets, il se protégeait un peu du regard des autres. Mais quand même, vers ses 16 ans, il va commencer de plus en plus à se produire, voilà, devant du monde. D'ailleurs, sa toute première performance live, où il a chanté devant des vrais gens, des vraies personnes, c'était au Birdland Jazz Club à New York, et comme je vous disais, il avait que 16 ans. Donc quand même, finalement, il a commencé à combattre ou essayer de combattre en tout cas le regard des autres assez tôt par rapport à d'autres personnes qui ne se lancent pas avant la vingtaine. Et du coup un peu plus tard, donc en parallèle de ses projets YouTube, vers ses 18 ans, il a commencé à écrire pour des vrais noms de l'industrie musicale, mais quand je vous dis des vrais noms, des stars internationales genre Pitbull, Jason Derulo, CeeLo Green et vraiment une dizaine d'autres artistes internationaux avant que lui-même soit connu. Avant du coup le phénomène See You Again qui était la première fois finalement que le grand public voyait officiellement, découvrait le visage de Charlie Puth. Mais avant See You Again, il a vraiment écrit pendant 10 ans. Il a même avoué
avoué en interview avoir écrit à cette époque-là justement des EP privés qui le sont toujours aujourd'hui. On n'a aucun moyen de les trouver et c'est intentionnel. Il a vraiment pas envie de nous montrer ce qu'il était avant See You Again en fait. Il est encore vulnérable jusqu'aujourd'hui et il a encore un peu peur de montrer qui il est jusqu'aujourd'hui. Et parmi du coup tous ces grands noms de l'industrie, il va même un jour travailler avec Timbaland et il va avouer que c'était une des rencontres qui l'a le plus marqué. Timbaland à l'époque, il va apporter quelque chose à l'industrie qui n'existait pas encore à ce moment-là. Il va chanter en faisant le poirier. Pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout. Je suis sûr que j'ai réussi à en avoir quelques-uns quand même. Non, Timbaland, il va apporter quelque chose à l'industrie à cette époque-là, c'est l'utilisation justement de samples, de beatbox, de sons qui n'existent pas vraiment en fait, comme une poubelle qui ferme ou une canette qui tombe par terre. Et ce genre de choses qui est aujourd'hui très commune, bah en fait à l'époque, peu de gens utilisaient ça quoi. Et c'est ce qui va donner envie justement à Charlie Puth de commencer à beatboxer sur ses sons, ou en tout cas sur les sons sur lesquels lui il produit et il écrit pour d'autres artistes. Et d'ailleurs justement il a parlé il y a pas si longtemps que ça en interview du fait que c'était lui au tout début de la chanson Dangerous Woman de Ariana Grande qui pose une petite ligne de beatbox en mode handclap mais vraiment dans le fond on l'entend à peine. Very faintly in the background, that would be me. I just walked in at a good time. Et en gros, il a pas voulu être crédité dessus parce que d'après ce qu'il raconte, en gros, il est juste entré au studio au bon moment. Voilà. C'est ça la vie de star. Juste t'es là, tu te balades, tu rentres dans un studio, il y a Ariana Grande en train de pondre juste un des plus gros morceaux de sa carrière, et t'es là au bon moment, tu poses ta petite ligne de beatbox, tranquille. Bon, ça, vous l'aurez compris, c'est arrivé bien après, mais du coup, ça fait écho à ce qu'il a pu apprendre de ses collaborations qui ont eu lieu avant l'époque de See You Again. Époque, du coup, dont on va parler tout de suite. Pour recontextualiser, du coup, l'histoire derrière ce phénomène interplanétaire qui est See You Again, il faut comprendre d'où ça vient. Bon, je pense que ça, du coup, tout le monde le sait, hein, le morceau, il a été écrit pour les films Fast and Furious lors du décès de Paul Walker, qui était, du coup, l'acteur principal dans les films à ce moment-là. Et du coup, la maison de production, donc responsable de la BO du film, va demander à une centaine d'artistes, donc que ce soit des artistes voilà, connus dans l'industrie ou des auteurs-compositeurs comme Charlie Puth justement qui n'étaient pas connus, en tout cas que personne ne connaissait à ce moment-là, bien qu'il ait écrit pour d'autres artistes auparavant. Et du coup Charlie Puth, à la demande de la production, va se rendre à Los Angeles en studio avec le producteur qui est chargé d'être sur le morceau, donc DJ Frankie. Donc il arrive en studio, on lui fait écouter les démos, etc. Et la toute première version du morceau, elle était électro-dansante, quelque chose que tu peux entendre en boîte de nuit typiquement. Donc ils essayent d'écrire 2-3 trucs dessus, il n'y a rien qui fonctionne. À un moment donné, Charlie Puth il leur dit non mais les gars, là ça va pas du tout. On est en train d'écrire sur le décès de quelqu'un vraiment de mondialement connu. C'est quelque chose qui va vraiment faire le tour du monde. Venez, on écrit quand même un truc un minimum triste. Vous voulez qu'il y ait un peu d'électro à la fin, pourquoi pas, mais voilà, venez, on respecte un peu quoi. Du coup, il va leur dire venez, juste on supprime tout. Voilà, on enlève tout et on garde juste quand même la petite ligne de piano dans les aigus qui fait... qui est d'ailleurs, je l'ai remarqué il y a pas si longtemps que ça, la seule fois où on entend cette petite ligne de piano. C'est vraiment que au début. Elle revient nulle part ailleurs dans le morceau. Voilà, juste une petite anecdote comme ça. Rien de très très fou. Et en gros, à ce moment-là, il est en train d'écouter cette ligne de piano et juste les paroles lui arrivent comme si elles étaient en train de tomber du ciel et il chante. It's been a long day without you, my friend. Tout simplement en fait, la top line et les paroles lui sont venues instantanément. Et ce qui est super beau à ce moment-là et super touchant, c'est qu'il va raconter que, en fait, personne se connaissait à ce moment-là dans le studio. Vraiment, ni lui, ni DJ Frankie, ni l'ingé son qui était en charge justement de mixer le son. Et en fait, ils ont quand même tous commencé à pleurer. Parce que du coup, en fait, DJ Frankie et Charlie Puth avaient tous les deux perdu quelqu'un auparavant, il y a pas si longtemps que ça. Donc à ce moment-là, on est en juillet 2014, et 2 ans auparavant, donc en juin 2012, il va perdre un de ses meilleurs amis qu'il a rencontré à Berkeley, donc son école de musique, Vail Cerulo. Et son ami, il va le perdre dans un accident de moto. Ce qui est finalement pas si différent du décès de Paul Walker. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que avant de mourir, donc et bon, il a pas précisé combien de temps avant de mourir, mais bref, son pote, donc Vail, il lui aurait dit un jour, t'inquiète pas, tu vas écrire un morceau qui sera numéro 1 partout. Et du coup, ce qu'il raconte en interview, c'est que c'est comme si son pote lui envoyait les paroles depuis le ciel à ce moment-là, quoi. Bref, juste, c'est trop beau. Genre moi je trouve ça trop beau. Et du coup, petite anecdote sur les paroles, It's been a long day without you my friend, c'est parce que justement, il est décédé son pote en juin 2012 dans l'un des plus longs jours de l'année. Et du coup pour Charlie à ce moment-là, il avait l'impression que c'était le plus long jour de sa vie. Donc vraiment le lien il est fou quoi. Bref, ça a beau être du génie, personne ne veut de Charlie Puth sur le morceau. C'est encore personne ne connaît son visage, personne ne sait qui c'est, et la maison de production ils veulent vraiment quelqu'un de connu quoi. Enfin ils veulent quelqu'un qui fasse fonctionner le morceau. Alors ils savaient pas ok à ce moment-là quelle ampleur ça allait prendre, tous les records que le morceau il a brisé, mais il voulait quand même une certaine ampleur. Fast and Furious c'est une énorme franchise, Paul Walker il était adoré de tout le monde, bref vous connaissez l'industrie aux États-Unis, il voulait que le son pète quoi. Et pour que le son pète, il faut qu'il y ait un bon casting. Du coup à ce moment-là la chanson elle est plus ou moins validée, mais comme ils veulent pas de Charlie Puth, ils la font chanter à des gens plus connus, genre Jason Derulo, Chris Brown, Lil Wayne, Sam Smith, Adele, Eminem, Skylar Grey, bref
tous les noms auxquels vous pouvez penser, ils ont tous posé leur version de See You Again à ce moment-là. Alors Adele et Eminem, je sais pas s'ils l'ont vraiment posé, j'ai pas réussi à avoir l'info, par contre ils ont été proposés par la maison de production, ça c'est sûr et certain, c'est Charlie Puth qui le dit lui-même en interview. À ce moment-là, ils ont même demandé à Skylar Grey de leur donner sa chanson I'm Coming Home pour remplacer See You Again sur le film. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Bref, du coup, personne ne voulait de Charlie Puth et moi je trouve ça dingue. Genre, tout le monde savait que See You Again était un banger monumental, tout le monde voulait ce morceau à ce moment-là sur le film, mais personne, absolument personne, ne voulait Charlie Puth sur le morceau. Jusqu'à ce que Vin Diesel lui-même, donc un des acteurs secondaires, voire même principaux sur le film, demande à rencontrer ce jeune homme, ce jeune prodige qui a écrit ce morceau incroyable et en qui personne ne croit à ce moment-là. Et là, c'est totalement lunaire, il rencontre Charlie, ils parlent une demi-heure, le lendemain, ils sont en train de tourner le clip. Voilà. Et pour l'anecdote, Charlie Puth, il a débarqué en Zara au clip du coup de See You Again, et la maison de production, ils étaient là en mode mais ça va pas du tout les gars, habillez-le moi quoi. Du coup, le blazer bleu marine qu'on voit dans le clip, c'est pas le sien, c'est vraiment juste la maison de production qui l'a habillé. Bon, en vrai, c'est pas si choquant, mais juste c'est drôle quoi. Autre anecdote sur le morceau, donc au niveau du bridge à la fin, vous voyez quand ça fait un truc genre... Bon, je vous mets le vrai extrait au cas où vous avez pas reconnu. Du coup, ça vient d'une idée qu'il y avait dans le morceau Tonight I'm Loving You de Enrique Iglesias. Dont le producteur était là ce jour-là pendant la session d'enregistrement, et comme Charlie Puth c'était personne, bah il voulait se faire une image, du coup il a poncé la discographie de ce producteur, et il est venu avec des insights, voilà, des idées à donner, et c'est lui du coup qui a proposé en mode bon élève qui connaît la discographie de tout le monde, venez on prend le truc que vous avez mis dans la chanson d'Enrique Iglesias il y a quelques mois. Bref, vraiment le gars il voulait réussir quoi, coûte que coûte. Et dernière anecdote sur les paroles, et après je vous laisse tranquille promis, mais elle est incroyable. La maison de production qui est en charge de la BO du coup toujours, on demandait à Wiz Khalifa, qui est sur le morceau, de parler davantage de famille, parce que ça s'y prête, on est sur un décès de quelqu'un, voilà, que plusieurs personnes considéraient comme un frère. Vous connaissez l'industrie, vous connaissez Hollywood, bref. Et du coup, Wiz Khalifa, avec son humour ultra sophistiqué, va nous pondre le fameux... C'est ultra drôle. Désolé, c'est ultra drôle, je trouve ça trop drôle. Bon, See You Again, on est tous d'accord, c'est le morceau qui l'a propulsé, c'est le morceau qui lui a donné une carrière. Mais c'est pas son premier morceau dans les charts, parce que officiellement, on peut pas dire que c'est le sien. En fait, il est officiellement en featuring de Wiz Khalifa sur le morceau. Il est pas à lui le morceau à ce moment-là. Bien que ce soit lui qui ait littéralement tout fait, il l'a écrit, il l'a composé, bref. Du coup, à ce moment-là, notre ami Charlie, il a 23 ans, il commence à avoir accès à plusieurs studios d'enregistrement à Hollywood. Il vit sa meilleure vie quoi. Et en fait il a même pas de pression sur l'après, parce que ceux qui ont la pression c'est les labels et les personnes qui l'ont signé. En fait pour lui à ce moment-là c'est pas que tout est dessiné, mais quasiment en fait. Il a quasiment gagné une carrière parce que les personnes qui ont fait le pari sur lui pour See You Again, bah en fait ils ont signé, c'est les labels, c'est eux qui sont responsables de toute la promotion et de toute l'image. En fait, ils vont tout faire pour que ce gamin fonctionne, quoi. Ils vont tout faire pour que cette personne qui a littéralement pulvérisé tous les charts avec ce morceau, bah, soit quelqu'un, devienne quelqu'un dans l'industrie. Sinon, en fait, pour eux, c'est un échec, quoi. Du coup, lui, à ce moment-là, bah, vitesse de croisière. Il va en studio, il enregistre, il vit sa meilleure vie, quoi. Il a pas de pression. Il va enregistrer son morceau Marvin Gaye avec Meghan Trainor en été 2014, sans pour autant que le son veuille dire quoi que ce soit. C'est vraiment, on s'amuse, le ciel est bleu. Let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on, quoi. Ça ne veut rien dire, mais il s'amuse. Le son, il a tout de même fait numéro 1 en France, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au UK, mais pas aux États-Unis. Et ça, notre petit Charlie, il va pas l'oublier. Lui, il veut son top 10 dans le Billboard, quoi. Du coup, ça repart avec d'autres morceaux, One Call Away. I'm only one call away. One Call Away qui a d'ailleurs été enregistré pas du tout dans un studio conventionnel, ça a été enregistré devant une cheminée dans une maison random en Californie, vraiment avec 6 auteurs, des chamallows, c'est un truc lunaire. Donc pour la petite histoire là-dessus, les paroles et les accords ont été écrits par Shy Carter, et du coup Charlie Puth, bah il se retrouve de l'autre côté de la matrice du coup. Avant il écrivait pour les autres, maintenant c'est les autres qui écrivent pour lui. Tout ce qu'il a fait c'est poser sa voix sur One Call Away. En faisant quand même une petite remarque, il va se le permettre parce que c'est quand même Charlie Puth et il sait de quoi il parle, il va leur dire venez on augmente tout le morceau d'un demi-ton, je pense que ça peut être mieux. Et encore une fois, il sait de quoi il parle notre Charlie, parce que le morceau sort et il monte à la 12e place. Mais il est pas encore dans le top 10. Il va pas s'arrêter là. Son tout premier morceau dans le top 10 des Billboards, qui est arrivé d'ailleurs à la 9e place, c'est We Don't Talk Anymore, qui est un featuring avec Selena Gomez. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Mais à ce moment-là, c'est bien son morceau, et c'est Selena Gomez qui est en featuring avec lui. Donc il est cette fois-ci officiellement dans le top 10 des Billboards, il est content, il a fait plaisir à son ami Veil, il peut se reposer sur ses oreillers, sur ses oreilles.
sur ses lauriers. C'est quoi l'expression? Se reposer sur ses lauriers? Non, ça veut dire autre chose, ça. Il peut dormir sur ses deux oreilles. Non, c'est pas ça? Bon, bref, du coup, We Don't Talk Anymore, l'histoire est dingue derrière ce morceau. Quand on l'écoute, on s'imagine qu'il parle peut-être d'une ex ou d'une amie, mais en fait, pas du tout. C'est pas une histoire qui le concerne directement. En fait, un jour, il était dans une voiture avec son pote Miles Beard, qui lui racontait sa rupture avec, du coup, sa femme actuelle, parce qu'ils se sont remis ensemble depuis. Et du coup, il parle, voilà, et de fil en aiguille, à un moment donné, il lui dit Do you guys talk anymore? Et son pote lui répond No, we don't talk anymore. Et du coup, pour détendre l'atmosphère, parce qu'il avait l'impression quand même que son pote était triste, du coup, il a juste commencé à chantonner dans la voiture pour lui remonter le moral. We don't talk anymore, we don't talk anymore. Bref, une petite mélodie comme ça, pas sérieuse quoi, en soi. À ce moment-là, elle était pas sérieuse. Mais son pote, à ce moment-là, quasiment au bord des larmes, du coup, en train de lui raconter l'histoire de sa rupture, il lui dit écoute, c'est triste de ouf, mais enregistre quand même parce que je pense qu'il y a un truc. Et du coup, pour l'anecdote, ce morceau, il a été enregistré dans 3 pays différents. On a la ligne de guitare qui a été enregistrée sur un iPhone au Japon dans un hôtel, le beat, donc la rythmique, qui a été enregistré et produit aux Philippines, et le vocal, donc la voix de Charlie Puth, qui a été enregistré dans des studios à Los Angeles. Bref, le morceau il a fait le tour du monde alors qu'il était même pas encore distribué. Bon, et du coup, après tout ça, est-ce que c'est vraiment devenu quelqu'un de Charlie Puth? Après See You Again, après les One Call Away et tous les morceaux qu'on vient d'énumérer. Bah, il commence à avoir une image quand même, il commence à être grand public. En plus de ça, il est dans la pop, donc dans le mainstream, dans le commercial. On doit absolument lui trouver une image, une identité artistique. Et à ce moment-là, il en a aucune. Et du coup, bah, les labels, pour eux, c'est pas entendable. Faut que ce soit quelqu'un, ce gars. Faut pas que ce soit juste un petit jeune, voilà, qui a une belle voix. Du coup, il va suivre quelques cours de danse, ça va rien donner. Du coup, il danse pas, il rappe pas, il a pas d'identité claire. Qui est ce jeune homme? Et lui, je le rappelle, à ce moment-là, vitesse de croisière, il est juste en train de kiffer. Voilà, il a 23 ans, studio à Hollywood, tranquille, les labels, ils font leur boulot. Et du coup, à ce moment-là, les labels, ils vont prendre une décision purement marketing. Charlie Puth devient un pianiste. C'est trop drôle, dans tous les morceaux qu'on vient d'énumérer ensemble, vraiment tous, dans tous les clips vidéo, Charlie Puth est au piano. Et du coup, cette décision, elle est pas venue de nulle part, en fait, ils ont vu en lui un petit truc un peu à la Bruno Mars en réécoutant sa chanson Grenade. Du coup, l'inspiration, elle est venue de là. Ils se sont dit, bah, c'est pas la même personne, il y a quand même des différences, ils ont pas la même voix, mais il y a quand même un truc. Le gars, il fait du piano depuis qu'il a 4 ans, mettez-le sur un piano, ça va marcher. Et effectivement, ça marche. En vrai de vrai, il y a un truc. Mais pour notre ami Charlie, tout ça, c'est pas encore assez. Il a envie d'être top 1, le gars. Il s'amuse, quoi. Littéralement, il est en train de faire ce qu'il aime, il est payé pour. Franchement, lui, c'est la belle vie à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qu'il va pas faire? Il va appeler les radios lui-même et leur demander de jouer ces morceaux plus souvent. Il va leur dire, les gars, si vous voulez, je me déplace, je viens chanter dans votre jardin, je fais des dédicaces à vos enfants, mais juste passez mes sons plusieurs fois dans la journée. Arrêtez de faire les rats, en fait. Tout le monde même, assumez un peu votre positionnement, quoi. Et il en parlait à peine, en vrai. Là, ça fait que quelques mois qu'il commence à lâcher un peu sa vulnérabilité, à parler de lui, à parler de son enfance, à parler de ses débuts, à let people in, pour le citer directement, à laisser rentrer des gens dans sa vie, quoi. En tout cas, à connaître de plus en plus sa vie. Il avait beaucoup de mal durant les années à laisser tomber la carapace, et là, ce qu'il est en train de faire, c'est trop bien, en fait, parce qu'on découvre le génie musical qu'il y a derrière. Moi, j'avoue, à titre personnel, j'étais là vers les 2015-2016 à écouter ses premiers morceaux. Après, j'avoue, j'ai changé un peu de style musical, mais par contre, tout ce qui est back-office, entre guillemets, donc toutes les interviews qu'il a données, les émissions dans lesquelles il était, même ses pages sur TikTok, Instagram, où il nous mettait justement le processus de création de certains de ses morceaux, franchement, je suis ça depuis un certain moment et je trouve ça archi cool, quoi, et je le trouve hyper sous-coté, en fait, et hyper incompris, et c'est ce que lui-même dit d'ailleurs en interview, il a pas peur de ne pas réussir, en fait, depuis tout ce temps, et jusqu'aujourd'hui encore. Il a peur de pas être compris, en fait. Il a l'impression que personne dans l'industrie le comprend vraiment. Les seules personnes qui le comprennent vraiment, c'est sa famille et sa femme. D'où le fait, du coup, qu'il commence de plus en plus à s'ouvrir et à nous raconter un peu de plus en plus sa vie, quoi, pour qu'on apprenne à le comprendre et à le connaître. Bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir à vous parler de Charlie Puth parce que c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne énormément, bien que ce soit pas le genre de musique que j'écoute. Vraiment, le génie musical et le talent qu'il y a derrière est indéniable. Et forcément, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, petite cloche, pourquoi pas même un petit commentaire en me disant de quel artiste vous voulez que je parle dans de prochaines vidéos. En attendant, moi je vous souhaite un beau début d'été et à la prochaine.